Bienvenue à tous. Je vous propose de commencer sans attendre par une courte vidéo. There is no planet B. Clean water is growing scarce. Food production is wasteful. Resources are less sustainable. Not a single one of us can escape climate change. Not a single one of us can fix it. But working together, our ideas get bolder. Our solutions are stronger. Our impact is bigger. This is the Call for Code Global Challenge. Join a community of 400,000 developers and innovators. Build your skills on open source technology and fight the effects of climate change. You could win $200,000 and have your solution deployed to communities in need by IBM, the Linux Foundation, and a global network of partners. There's only one planet Earth, but countless ways to help save it. Together, we can answer the call. C'est un très grand plaisir. Nous avons un très grand plaisir d'introduire ce meet-up qui a pour sujet la 4e édition du Challenge Call for Code. Alors, mon nom est Antoine Jean-Pierre, je suis chez IBM responsable de la relation avec les développeurs. Bonjour, Stéphanie Morard. Moi, je suis en charge également de la relation avec les développeurs d'un point de vue plutôt marketing au niveau français. Alors, à l'agenda aujourd'hui, un agenda en 3 parties. Dans un premier temps, un rappel ou une information pour ceux qui découvriraient le sujet. C'est quoi Call for Code? Suivi d'un témoignage, j'allais dire exclusif, du chef de projet du projet All, grand gagnant de la première édition en 2018, qui viendra vous expliquer comment concrètement l'initiative Call for Code a permis de construire et déployer le projet All. Et puis enfin, dans une 3e partie, là, elle sera un peu plus technique. Nous allons parcourir les kits de techniques de démarrage mis à votre disposition. Ainsi, nous ferons aussi une démonstration plus approfondie d'un de ces kits. Alors, Call for Code, c'est un programme Tech for Good lancé en 2018 en partenariat avec les Nations Unies, dont IBM est un des principaux créateurs et sponsors. C'est un appel aux 24 millions de développeurs et aux innovateurs du monde entier, qu'ils soient issus de grands groupes, de start-up, de sociétés de services, ou étudiants, ou même indépendants. C'est un appel à tous pour résoudre, grâce au code, les problèmes les plus urgents de la planète. Les premières éditions ont eu pour sujet les catastrophes naturelles et ont rassemblé plus de 400 000 développeurs dans le monde entier, en plus de 179 pays, et ont permis de développer plus de 15 000 projets, pour donner l'ampleur du sujet. Et avec un gain. Le gain, les gagnants peuvent rapporter jusqu'à 200 000 $ en cash, et peut-être, et c'est même encore plus important, un accompagnement du projet dans la durée pour développer et déployer les solutions retenues. Alors, pour répondre aux impacts du changement climatique, cette année, 3 thèmes sont proposés. Ils sont tous issus des 17 objectifs de développement durable proposés par les Nations Unies. Donc, il y a l'eau potable et l'assainissement, la faim dans le monde et la production et la consommation responsable. L'eau, comme vous le savez tous, est la ressource naturelle la plus menacée par cette problématique de changement climatique. Il y a également de grandes inégalités au niveau de l'accessibilité, de la disponibilité, de la qualité des services. Et la technologie, on en est persuadé, peut avoir un impact significatif sur sa disponibilité, sur la consommation, en aidant par exemple le recyclage ou la géolocalisation des sources. Sur le sujet de la faim dans le monde, de la même manière, la technologie peut sans aucun doute aider par exemple les coopératives qui font face à de nombreux défis, en particulier logistiques, à acheminer les bons aliments au bon endroit en un minimum de temps et de coûts. Pour ce qui concerne le dernier thème, la production et la consommation responsable,
Évidemment, la consommation, la production stimule l'économie mondiale, mais l'utilisation actuelle des ressources naturelles n'est pas durable. C'est donc à nous d'aider à faire plus et mieux, mais avec moins. Et la technologie est sans aucun doute un de nos outils. Et la bonne nouvelle, c'est que chaque année, des Français sont arrivés en finale de Call for Code. Alors, en 2018, c'était un jeune Lyonnais de l'école 101 avec son équipe internationale. Ils ont proposé une application, l'application Lali, qui avait pour objectif de lutter contre les feux de forêt. 2019, c'est à nouveau une équipe française de brillants étudiants de grandes écoles qui ont proposé une solution d'optimisation des centres d'appel d'urgence grâce à l'intelligence artificielle. C'était le projet Aster. Plus récemment, en 2020, des étudiants de Mulhouse, de l'incubateur KM0, ont proposé une application ludique pour sensibiliser les jeunes enfants au réchauffement climatique et elles sont arrivées en finale européenne. Au niveau mondial, pareil, de magnifiques solutions, dont le projet Hall, grand gagnant 2018, qui vous va être présenté dans quelques instants. Et donc la question est simple. Serez-vous le prochain à monter sur le podium? Nous sommes prêts, nous serions heureux de pouvoir vous y aider. Et puis, avouons-le, nous serions aussi très fiers d'avoir une équipe française, de voir gagner une équipe française le prix des 200 000 $. Alors maintenant, vous êtes tous tentés pour gagner ces 200 000 $ et le support pour déployer votre solution. Pour clôturer cette première partie, juste une petite vue du calendrier. Donc là, nous sommes le 8 avril. La plateforme d'inscription dans laquelle vous devez soumettre vos propositions de projet va ouvrir le 22 avril et vous avez jusqu'au 31 juillet pour pouvoir compléter votre dossier et le poster sur cette plateforme. Pour le poster, il faut un lien vers un repository GitHub ainsi qu'une vidéo démo de 3 minutes. Les résultats seront annoncés en novembre 2021. En fait, un seul lien est à connaître, celui qui est sur le slide que je mettrai ensuite sur le chat. Avant de passer la parole donc à Xavier et Georges-Henri pour l'explication des starter kits, je vous propose d'accueillir donc Timo du Project Hall, qu'on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui. Hello Timo. Are you here? Sorry. Yes. Hi, good morning. Hi. I'm really pleased to welcome you to this French meetup. Please, could you introduce yourself and the Project Hall, who remember you won the first Call for Code edition in 2018 at worldwide level this time. And if you can explain as well what happened next and Yes. all the tips you can give us. That sounds good. Well, welcome, everyone. Sorry, I don't speak French, so I'm going to do it in English. I think that's better for everyone. So I'm Timo. I was part of Project OWL. We won in 2018. In 2018, the Call for Code was focused around natural disasters. So that's hurricanes, typhoons, tsunamis. And we submitted a team of 5 people to the Call for Code with the name Project OWL. And we were very inspired by Hurricane Maria in Puerto Rico. So in Puerto Rico, they deal with hurricane season every single year. And what happens is all communication gets denied or gets offline because hurricanes go over the island and they destroy roads, houses, everything, how people communicate with each other. So we were inspired by to participate in the Call for Code because we wanted to build a solution that could help these people inside of after these natural disasters to communicate with each other. So we came up with a very, I would say, simple solution that is what we call the Cluster.Dot protocol. Those are very small devices that you can deploy beforehand or after a disaster, and they quickly build a network solution on the ground that's fully offline. So what happens is if a hurricane sweeps through, we can deploy these devices by drone, we can hand them out to people, or they are already deployed beforehand. And people can communicate over this network with first responders, emergency personnel, military, or family. And they can say things like, I need water, or I need food, I'm in
immediate danger. I need rescue. And this is critical information after a disaster takes place. So when we started participating in the Call for Code, we just had this thought that we were wanting to do something about communication needs, but we had no clue what to build or what exactly we do. We started off with a whole different kind of like Google Home system for disasters, which we've ended up scratching the whole idea, and we went with the simple communications thing. So today I'm going to quickly talk about why it's so valuable to participate in the Call for Code, even though if you don't win, even if you're not going to make it through the finals, the experience just participating was already so big for us that till this day, we're luckily still working on this, and we're still trying to implement the solution in the people for the people that really need this. So it's if you want to go to the next slide, I really want to focus on how we changed in the last 2 years participating in the Call for Code. So after winning the grand prize, IBM helped us to further develop our solution to actually be implemented. So if you're participating in the Call for Code, you might find yourself not having enough time to build out the full solution. You're going to run into a lot of problems. There will be things which you are not able to finish. So I really wanted to show this graphic here, because if you look at all the way to the left, in September 2018, a couple months before the announcement of the Call for Code, we were sitting in a room. We had bought a couple electronics we wanted to use, small IoT devices, but the solution was not there yet. We only had a simple prototype, but the idea was fully built out. And I've seen it as well 2 years ago with Prometeo. Is the concept of your solution is so important. You don't need to have the full solution built out, and you don't need to think about everything, but you really want to think about what problem are we trying to solve here, and what is the solution we're trying to build. So after winning in October, we went through a super quick timeline with IBM and all different partners to take this super simple idea that was communications in the disaster areas where first responders could see the data, what's happening. And through winning the Call for Code, we were able to go to Puerto Rico, which I'm from Amsterdam, which is super far from me. So I was able to go to Puerto Rico with my team, which is mainly from the United States. We deployed around 50 devices the first time when we were there. And we, in a 2-week period with the IBM Corporate Service Corps, we developed our solution into a full potential product. We had these plastic cases that you can see on the beach at the bottom. And within a year, we now have fully manufactured custom devices we can use in the ground and in real life, which we're now actually able to make an impact compared to just doing a pilot program. So currently, we are operating in places like Puerto Rico, but also we're in India, we're in Germany. We have so many deployments all around the world, and that's all because we open sourced this solution. We're with a very small team. We have 6 people that are working on this full time, but our open source community is about 700 people around the whole world. So because we open sourced this, everybody can go to GitHub or get the code that we developed, buy their own development boards, and actually build their own disaster communications network. But what we also have seen happening is people are taking our solution and implementing it in agriculture, building communication networks for farmers. A lot of people are using this to do communications between their properties, to get information from motion sensing to maybe water levels in their pool. In the last 2 years, everybody has been taking our solution, which is just widely available online, and implementing it in their area. We have on our website, there's a cool map. You can see all the networks currently deployed, and it's all around the world. And with our team, we were never able to do it, but through open sourcing and through IBM, and also just participating in the Call for Code, we got exposure on how we can scale this and make this bigger, and actually make a solution that's now able to help people. But also we get the help we need from developers to make it a solution that we can actually help the people with, and it's not just a pilot program anymore. So for anyone that's hesitating if they wanted to participate,
you don't need to be a winner to actually be able to open source or implement this. I worked with Aster, the other French team. We even worked with Prometeo very closely, which was the 2019 winner. And together we collaborated on how we can get these projects in the hands of more people. And you don't need to win to do that, because you can open source your product no matter what, and that will really get the people from everywhere involved, and that helps you to really make a product or make a solution that will have an impact. And especially for climate change, there's not one solution that's going to change everything. There will be a lot of different solutions that will help bits and pieces everywhere. So if you go on to the next slide, I can show a little bit of what this whole roller coaster of the Call for Code was. So we won. If you go one back to the pictures, can you go one slide to the, yes, perfect. So on the top left, you can see us with 2 IBM engineers in Puerto Rico within the back seat, laptops, plastic bins of little devices, just really trying to figure out what this solution could be. And in the bottom, in the middle, that's our latest prototype, which is a full kit with beautiful devices. They work perfect, and it took us some time to do this, but in all these pictures, you can all see volunteers and students from around the world that helped us build these little networks in all the natural disaster areas. So specifically in Puerto Rico, there are 2 universities now building their own networks and implementing their own networks in their school grounds. And without, we could not have done that because it would take so much time to travel and go there and install these. But they did it themselves, and that really helped us to get some exposure. And through specifically the IBM, they have supported us to go there, do these things, and now have a great community around the world. Yes, and one other note I think is very important for anyone that wants to participate. You don't need to be a developer. That is something we talk about a lot with previous winners. It is a technology competition at the end, but you don't need to be a developer to participate, because you need people that understand maybe the climate change world, or you need project managers, or you need designers. Anyone that could substitute to your team to deliver a better product is helpful. We had a team with a lot of engineers, which really prevented us from building a good product, make it look good. We didn't know how a disaster was organized after it happened. So we needed a lot of people to help us figure out what can we do to get these devices in the hands of people. And if you can find someone in your team that has experience with maybe in climate change, or has experience in project management or design, that is super helpful, because it will save you so much time asking help from other people, and it will really make your product better. I want to show one final slide and just really show that within 2.5 years, it's actually almost 3, we scaled so quickly, and we are now able to work with all these people, which without, I think, having the credentials of this competition, we wouldn't have been able to do this. So we worked with a lot of different emergency responders. We worked with a lot of universities. And a lot of these people reached out to us after seeing us in the Call for Code, seeing us working with IBM and getting our solution slowly developed. We got so much attention from everyone, and that's why 3 years later we're still able to help people after natural disasters, and not luckily we didn't have to stop doing this, because we're continuously developing with the open source community. And we're only going bigger and bigger and bigger. Yeah, and that was I think my main goal to share with everyone here is just participate, enjoy all the meetups. There's so much things you can learn. There are a lot of different meetups, online videos, and there's 4 years of now Call for Code. Develop this great community of people around the world that's all trying to solve problems here and trying to help the world be better. So if you want to learn more about our project, we have our website, but we're most actively on Slack, and that's where the community lives.
Our community is everywhere, but we try to keep it all together in our Slack community, so feel free to join. I would highly recommend going through the Call for Code website and look at all the previous winners, because they will give you a understanding of what kind of solutions are helpful. And actually, they can be very big, and they don't have to be a small thing. You can actually build something that's actually going to make a big impact. So yeah, sorry I didn't speak French, but everybody, thanks for the attention. And if there are any questions, I'm happy to answer these as well. So yeah, just a question, Timo. You said you are working with Prometeo, so you're really still very involved in the Call for Code community. Yes. So Prometeo builds a firefighter monitor system. So for all the wildfires in the world, Prometeo's devices, they monitor the firefighter. So that's exposure to the air, exposure to temperature, exposure to carbon monoxide. But the problem is Prometeo's solution is very reliant on internet connectivity. So they needed a network to communicate when there's no internet available. And that's exactly what we do. We provide a simple network when there's no internet connectivity. So for their first pilot, I flew to Barcelona, and we actually hooked up their devices to the OWL network, and we were able to send firefighter data over our network. And we also helped them build these devices that they're putting on their firefighters, because we already had that 1 year of experience building some small IoT device. So we have been very much involved, and I think we will be going forward, because that's a great solution as well, and I think we can definitely benefit from helping each other. So I don't know, Philippe, if we do have question on the chat for Timo or later on. No question? Je ne pense pas. That's all good. I think thanks everyone for my time. Thanks. And, thanks a lot, Timo, for sharing your adventure with us. It was really a pleasure to have you with us today. But if you've got time, if you can stay up to the end, I don't know if we do have question a little bit later. Yeah, that sounds good. Thank you so much. Thanks a lot, Timo. Je vais laisser maintenant la parole à Georges-Henri et Xavier, qui vont vous présenter les starter kits pour vous aider à démarrer et pour pouvoir proposer vos idées pour ce challenge mondial. Merci. Oui, merci Stéphanie. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être joints à cette présentation. Alors effectivement, nous sommes très fiers de présenter ce Call for Code. Bon, comment devenir le prochain Timo? Eh bien, c'est un petit peu le sujet que je vais aborder. Vous avez compris, suite à cette présentation, qu'il y a effectivement 3 composants essentiels à son succès. Le premier, c'est bien sûr, et il l'a dit, de comprendre les problèmes. Et donc là, je suis sur le site de Call for Code. Pour comprendre les problèmes, on a ce petit bouton qu'on va explorer. Ensuite, il faut avoir des idées et il faut rentrer dans la technique. Et pour avoir des idées et rentrer dans la technique, pour avoir des idées, bien sûr, ça va être l'originalité de chacun et de chacune d'entre vous. Mais on a également des amorces d'idées à vous proposer et puis des pointeurs techniques. Eh bien, ces 2 dernières composantes, ce sont les starter kits. Alors, commençons tout de même par essayons de voir ce qu'on peut avoir en termes de compréhension de la problématique, des différents thèmes, en cliquant sur ce petit bouton qui est là. Regardons les détails des challenges. On voit effectivement que dans cette page, tout vient des Nations Unies, bien sûr. Et dans les Nations Unies, nous avons retenu 3 thèmes, l'eau potable, la faim dans le monde et la production et la consommation responsable et verte. Alors si on fait un petit zoom sur ce que nous disent les Nations Unies sur ces sujets, on a un certain nombre de global issues, de thèmes, parmi lesquels on retrouve food, on retrouve water, on retrouve sustainable development.
Alors, je vais zoomer un peu sur le Sustainable Development, effectivement, qui est un des sujets extrêmement importants de ces thèmes-là. Donc, effectivement, un des thèmes importants, bien sûr, c'est de comprendre, enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce thème hein, que je viens d'évoquer rentre dans les 17 thèmes prioritaires des Nations Unies. Et donc, on voit que le Responsible Consumption and Production, par exemple, c'est le numéro 12, que Clear Water and Sanitation, c'est le numéro 6, etc. Donc, on peut zoomer là-dessus hein, en allant sur le site des Nations Unies. Donc, ça, c'est une description un petit peu en détail. À droite, on a les 17 autres buts hein, sur lesquels on peut aller, bien évidemment. On voit qu'on a des descriptions assez détaillées. Et donc, en zoomant sur chacune, eh bien, je prends encore pour exemple celui de la production responsable. On voit qu'un aspect fondamental, c'est le recyclage. C'est le problème du gaspillage, c'est le problème du recyclage, parmi bien d'autres. Voilà. Donc, effectivement, maintenant, si je clique hein, sur le premier bouton qu'on voit ici, si je clique sur ce premier bouton, je suis emmené sur le site des Starter Kits, hein, donc, qui vous amène à avoir les deux volets suivants de la créativité. Le premier étant comprendre le problème et le second, avoir des idées et avoir accès à de la technologie pour les réaliser. Donc là, on voit effectivement les trois thèmes qui nous occupent, sur lequel eh bien, on reconnaît de nouveau eh bien, la faim dans le monde, bien sûr, les problèmes d'eau et les problèmes de production et consommation responsable. Alors, je vais cliquer donc sur cette production et consommation responsable, et donc voilà à quoi ressemble un starter kit parmi les trois starter kits donc, qui vous sont disponibles. Donc, eh bien, un rappel, bien sûr, de la problématique. Hein, donc là, c'est le but numéro 12. Hein, alors, je peux m'amuser à ouvrir ce lien si je veux, hein, pour me rappeler un petit peu ce qui est intéressant. Et ce qu'on a retenu dans les starter kits, hein, puisqu'il y a quand même plusieurs sous-thèmes dans ce thème-là, ce qu'on a retenu, c'est l'aspect recyclage, l'aspect mise en relation entre les gens qui récupèrent les déchets et les gens qui produisent des objets. Donc, je vais revenir un petit peu donc, sur ce starter kit-là. Et donc, c'est l'idée telle que nous la proposons. Alors, un starter kit, ce n'est pas une idée finie, ce n'est pas un produit fini, ce sont des amorces. Hein. Donc, des amorces pour effectivement avoir plus d'idées, des amorces pour avoir accès à de la technologie. Donc, l'idée qu'on a mis en avant dans ce starter kit-là, parmi les trois, c'est effectivement de mettre en relation les producteurs et les gens qui recyclent des matériaux et qui remettent sur le marché des matériaux recyclés. Et donc, pour ça, l'idée, ça a été de construire une plateforme, enfin de mettre en avant une plateforme dont voici une architecture possible. Encore une fois, cette architecture peut servir à bien d'autres effets et c'est le but de ces starter kits. Donc, si on détaille un petit peu cette architecture, on va rentrer dans un utilisateur, c'est la moindre des choses, qui va accéder à une application, une interface graphique. On a choisi une interface de type React, hein, qui est une librairie Node.js, et puis un back-end Node.js. Le tout dans un environnement Kubernetes avec du monitoring basé sur New Relic. Un accès à une base de données Cloudon qui va permettre de stocker des informations. Et là, j'arrive un petit peu à l'originalité de cette architecture proposée, c'est d'accéder à de l'information de type Open Data à travers Watson Discovery qui va aller en quelque sorte récupérer de l'information qui est dans de l'open data et puis qui peut être sous forme textuelle, typiquement sous forme de document, et la structurer à travers donc ces capacités de natural language processing, hein, de processing de langage naturel, pour les mettre à disposition de ces deux parties, à savoir le producteur, le manufactureur et puis la population de gens qui recyclent.
Voilà, donc pour rentrer un peu plus dans le détail de cette idée-là, qui est encore une fois une idée parmi d'autres et pas du tout un cadre à respecter, hein, eh bien on a des pointeurs d'une part sur de la technologie, des pointeurs sur des données et des pointeurs sur des documents d'organisation non gouvernementale. Donc si on regarde un petit peu les technologies, ici on voit que déployer une application sur Kubernetes, eh bien, on a un tutoriel, hein, je peux l'ouvrir, voilà, qui va nous pointer sur donc il y a un certain nombre de tutoriels qui sont disponibles hein, dans ces starter kits, en voilà un. Et puis je rentrerai un petit peu en détail dans un autre un peu plus tard au cours de cette présentation. On a des pointeurs sur des services Kubernetes. Alors, il y en a plusieurs. Nous, on a choisi de vous montrer le service qu'on peut trouver, par exemple, dans IBM Cloud, ce qui n'est pas du tout, encore une fois, une contrainte technique imposée, bien sûr que non, mais ce qui est intéressant quand même, puisque eh bien, dans IBM Cloud, si on va dans le catalogue d'IBM Cloud, la plupart des services, pour ne pas dire l'intégralité, existent sous forme de freemium, ce qui permet de faire des prototypes de façon très rapide et très confortable. Et enfin, si je reviens dans mes ressources, alors là, j'ai des ressources, par exemple, sur Watson Discovery. Hein, je peux aussi ouvrir ça, par exemple, hein, pour découvrir Watson Discovery, qui est mon composant, le composant qui a été suggéré pour faire du traitement de langue naturelle, enfin de quantité importante de documents qui seraient des documents ouverts, par exemple. Voilà, donc on a tous ces pointeurs qui sont extrêmement intéressants. On a des pointeurs sur des datasets. Donc là, je vais prendre par exemple le portail européen des données, hein, que je peux ouvrir ici, qui me donne une idée. Si je clique sur Data ici, je vais avoir accès à un certain nombre de données qui peuvent être intéressantes, etc. etc. Donc maintenant, eh bien, je dirais à vous de browser, de naviguer dans ces différents starter kits pour, d'une part, mieux comprendre les problèmes, avoir un certain nombre d'idées. Donc effectivement, si je reviens encore une fois sur la consommation responsable, on a évoqué une idée, mais on a également des pointeurs sur d'autres idées. Hein. Ici, par exemple, en naviguant sur plus d'idées, eh bien, on voit qu'il y en a un certain nombre d'autres qui sont disponibles et encore une fois, qui ne sont pas limitatives. Donc, je viens de terminer un petit peu la présentation de ce starter kit sur les trois et je vais passer la parole à mon collègue Xavier Robert qui va vous présenter les deux autres starter kits sur les deux autres thèmes. Bonjour à tous, je vais partager également mon écran. Donc, je m'appelle Xavier Robert, je suis également, comme Georges-Henri, développeur advocate pour IBM. Donc, mon rôle, hein, c'est d'accompagner les développeurs à la fois dans leur relation avec IBM, mais également dans le monde de l'open source et des technologies embrassées par IBM. Donc, je vais repartir du site Call for Code avec les trois focus areas. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle des global issues dans le langage de l'ONU. Qu'on traduit souvent par les problèmes mondiaux, mais qui sont plus en fait les sujets d'importance, hein, les principales thématiques. Donc, celle retenue pour l'édition 2021, Georges-Henri vous en a parlé. Moi, je vais focaliser sur le Zero Hunger. En fait, donc ça fait partie des objectifs de l'ONU également. Hein, donc, à horizon 2030, on veut éradiquer la faim dans le monde. Donc, moi, je trouve qu'il est toujours intéressant de repartir du site des Nations Unies, qui est super bien fait, qui est à la fois en anglais et traduit dans plusieurs langues, et notamment des très bonnes traductions françaises avec de la donnée, une façon de comprendre les problématiques liées à la faim dans le monde. Donc on peut partir du site des Nations Unies, où on va avoir une thématique alimentation, et aussi également sur le site du développement durable des Nations Unies, avec les 17 objectifs à atteindre pour 2030. Et notamment, donc là, la page en français se charge, c'est un peu long.
Voilà. Et notamment cet objectif dont je vais vous parler maintenant, de l'objectif zéro faim. Donc, ça permet de cadrer un peu les choses. On ne va pas forcément aborder toute la problématique de la faim dans le monde et la mise en œuvre pour atteindre ces objectifs à l'horizon 2030. Mais j'ai relevé un certain nombre de stats qui permettent de cadrer un petit peu les choses. Donc, bien sûr, on va vous parler ici principalement des starter kits, mais comme disait Georges-Henri, c'est uniquement une illustration de solutions techniques. Mais avant tout, il va falloir penser à un problème à résoudre. Ou en tout cas, on va dire une problématique bien spécifique sur laquelle vous voulez implémenter une solution technique. Donc avant tout, c'est bien comprendre les problématiques. Alors, pour participer à Call for Code, ça a été dit, je le répète, mais vous pouvez très bien être porteur d'une idée sans être forcément développeur. Vous pouvez être porteur d'une idée en étant développeur et vous pouvez être aussi, en tant que développeur, mettre vos compétences techniques au service d'autres personnes qui portent même ces idées-là. Donc, vous avez dans le site Call for Code, lorsque vous enregistrez, la possibilité de vous joindre à la communauté Call for Code et de former vos équipes et de trouver les bons interlocuteurs. Donc, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Mais donc voilà, donc les petits chiffres un petit peu pour illustrer cet objectif de zéro faim dans le monde. Après plusieurs décennies de baisse, les chiffres de la faim dans le monde donc, remontent depuis 2015 et c'est 690 millions de personnes qui souffrent de la faim. Et si rien n'est fait donc à l'horizon de 2030, loin de s'arranger, ce chiffre dépasserait les 840 millions de personnes. À ça viennent s'ajouter les problématiques qui viennent de la pandémie. La nouvelle pandémie mondiale n'arrange pas les choses puisqu'on estime, d'après les dernières estimations, que ces chiffres-là pourraient doubler à l'horizon 2030 si rien n'est fait. Donc, on évoque sur le site de ces objectifs, donc vous avez les faits et les chiffres, vous avez un certain nombre de cibles qui permettent d'aller vers cet objectif de zéro faim dans le monde et puis de pas mal de documentation. Donc, parmi les pistes à explorer, on a l'augmentation de la production mondiale, le renforcement des systèmes de production durable de nourriture, la lutte contre la pauvreté énergétique, l'accès à la mécanisation pour pouvoir travailler le sol, etc. La facilité d'accès au marché, comment faire en sorte que les producteurs produisent les bonnes denrées et puissent avoir un accès un accès juste au marché et puissent vendre leur production. A fait aussi des thématiques de préservation, de la diversité génétique des semences, l'amélioration des infrastructures, etc. Donc ça, c'est pour situer un petit peu la problématique et on va retourner maintenant sur le site Call for Code et cliquer sur ce Zero Hunger qui nous mène là vers le Starter Kit donc proposé par IBM. Donc encore une fois, s'il s'agit non pas d'une architecture contraignante qui est à suivre, mais plutôt un exemple d'une architecture qui résout un problème donné. Donc ici, on a choisi, donc vous avez à la fin du document ici, les responsables, ceux qui ont produit du Starter Kit, qui sont d'horizons divers. Vous retrouvez des personnes d'IBM, des gens de chez Telstra, de Atlassian, voilà. De certaines personnes aussi d'ONG qui ont apporté aussi une connaissance des milieux et du terrain. Donc la problématique choisie, c'est qu'une grande partie de la production mondiale est cultivée par de petites fermes indépendantes et distribuée par des coopératives locales qui vont vendre le surplus de produits, le surplus qui n'est pas nécessaire à la consommation locale. Donc ces petites coopératives, Stéphanie en parlait, font face à des multitudes de défis logistiques, notamment pour acheminer cette nourriture. Donc l'idée de ce Starter Kit, c'était de dématérialiser les registres de ces coopératives, de partager les données entre les différents producteurs pour pouvoir créer de la donnée et de l'insight, de la valeur, pour augmenter la résilience des cultures, augmenter les rendements, faciliter l'accès au marché, etc., etc. Donc ici, vous avez une vue de l'architecture. Donc je vais augmenter ici. Vous devriez l'avoir en plein écran. Donc ici, c'est une architecture où on va retrouver à gauche donc un utilisateur lambda qui ici peut être un petit producteur. Vous avez aussi
un deuxième utilisateur qui est l'administration de la coopérative ou des gens qui seraient plus du métier de la coopérative. Donc l'idée, c'était de pouvoir faire remonter de la donnée à partir de téléphones. Alors, sachant que effectivement, tous les producteurs dans tous les pays ne sont pas équipés de smartphones. Donc là, l'idée, c'était de faire remonter des MMS, des photos qu'on puisse faire remonter par des moyens ou par des téléphones un petit peu plus anciens, de les faire remonter. Donc là, c'est ce que vous voyez ici en deuxième partie sur l'écran, de les faire remonter via une infrastructure, alors Telstra en Australie ou Twilio, vers une application Node-RED. Donc cette application permettait de pré-traiter cette donnée et de l'envoyer, donc là, dans ce qu'ils ont fait, un private cloud, mais ça pourrait être tout à fait un cloud public, dans des modèles de machine learning, donc à la fois pour stocker la data et pour pouvoir l'exploiter, l'analyser. Alors dans cette architecture, c'est vraiment une architecture générique, hein, on ne vous dit pas ce qu'on va chercher en termes de modélisation, en termes de machine learning et la valeur qu'on va en retirer. Mais un bon exemple de ce qui se fait déjà, c'était par exemple à partir de photos qui sont prises dans les champs, analyser la couleur des feuillages d'une plante et en fonction du degré de maturité auquel la plante devrait être pour cette localisation donnée, savoir si par exemple elle est en manque d'azote et éventuellement conseiller aux producteurs de venir rajouter de l'azote pour pouvoir améliorer sa productivité et ses rendements. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de choses qui peuvent être faites via de l'analyse d'image. Ici, on est dans une solution totalement générique, donc on va faire tourner un certain nombre d'algorithmes d'intelligence artificielle au sens large, hein, pour retirer de la valeur et faire un retour à la fois vers les gestionnaires de coopératives et vers les utilisateurs et les producteurs. Donc ici, vous avez, de la même façon que pour le starter kit précédent, un lien vers un certain nombre de technologies d'intérêt. Alors encore une fois, selon la problématique que vous voudrez adresser et les problèmes que vous aurez identifiés, vous aurez besoin de faire appel à la techno pour différentes choses. Donc ici, vous avez un certain nombre de tutoriels, combattre la faim dans le monde avec le starter kit Node-RED, comment analyser la donnée géospatiale environnementale. Donc ça, c'est quelque chose de très générique, donc je peux cliquer dessus, qui n'est pas obligatoire, on va dire nécessaire dans tous les cas de figure, mais qui est très intéressant. Donc, quelque chose dont on n'a pas parlé, donc vous avez ces starter kits, et vous avez en fait des liens vers quelque chose qui s'appelle développeuribm.com, qui est, on va dire, le centre névralgique autour des développeurs d'IBM, qui propose un certain nombre de ce qu'on appelle des code patterns, des tutoriels, des guides sur tout un tas de sujets, du cloud à l'intelligence artificielle, en passant par la containerisation, etc., les clusters Kubernetes, etc., etc. Donc ici, on a un tutoriel qui va permettre de construire un modèle de prédiction à partir de données. Donc, je ne vais pas aller dans le détail de ce tutoriel, mais c'est pour vous donner un exemple. Et Georges-Henri ira un peu plus en détail sur la fin de la présentation dans le déroulé d'un tutoriel. Donc voilà, je vais passer très vite au prochain. Je ne sais pas combien de temps j'ai utilisé pour ce premier starter kit. Je vais avoir 5 minutes, il me semble que j'ai pris un peu plus. J'ai utilisé un peu plus de temps, Xavier. Donc je vais accélérer sur le deuxième parce que vous aurez compris le principe. Donc retournons sur le troisième thème, qui est donc ici en fait le premier, Clean Water and Sanitation, qui se traduit par eau propre et assainissement, qui est encore une fois un des goals, des 7 objectifs de l'ONU qui a été choisi pour cette édition 2021. Donc quelques stats, hein, donc glanées aussi sur le site de l'ONU. Dans le monde, 1 personne sur 3 ne bénéficie pas d'un accès sécurisé à de l'eau salubre aujourd'hui. 2 personnes sur 5 ne disposent pas d'installation pour pouvoir se laver les mains. Et 673 millions de personnes ne disposent pas de toilettes, avec forcément un impact sur la contamination des eaux, des sols, la propagation des virus et des maladies.
et encore qui plus est en situation de pandémie. Donc avec une perspective difficile liée au déficit des ressources en eau, et notamment 40% de déficit à l'horizon 2030. Donc encore une fois, ce site de l'ONU indispensable pour réellement comprendre les problématiques. Donc ici, de la même façon, on propose un starter kit eau propre et assainissement. Donc l'idée résumée ici, c'est de concevoir une API pour la collecte et la diffusion des données liées à l'eau, et qui permettrait par exemple aux consommateurs ou aux autorités locales d'identifier les sources d'eau durables aux alentours, simplifier la coordination et le financement des projets liés à l'eau, mettre en œuvre des projets éducatifs autour de l'eau pour éduquer les populations à la préservation de l'eau, à sa non-contamination, etc., etc. Permettre un accès transparent aux données, par exemple des tests de qualité de l'eau, des statistiques d'utilisation des ressources, et faire en sorte qu'elles soient utilisées de façon plus juste entre les différents utilisateurs de l'eau, hein, que ce soit ceux qui en ont besoin pour produire, pour la production agricole ou pour tout simplement boire. Simplifier l'accès à la législation, etc. Donc l'idée de ce starter kit, c'était vraiment de créer une API générique d'agrégation, d'enrichissement des données liées à l'eau. Donc de la même façon, vous allez retrouver ici une architecture. Donc on peut l'ouvrir dans une nouvelle ici. Donc de façon très très rapide, nous avons un utilisateur donc qui peut être également ce qu'ils appellent ici un community leader, que moi j'ai traduit par autorité locale, qui va avoir accès donc à un dashboard, un tableau de bord lié à l'eau. Ici, vous voyez qu'on peut synchroniser ce tableau de bord avec un assistant, hein, un chatbot classique, donc qui va permettre de synchroniser une discussion avec un chatbot, avec le tableau de bord et les données qui sont affichées par ce tableau de bord. On a cette fameuse Clean Water API eau propre, cette API eau propre, qui va se connecter à un ensemble de sources, alors que ce soit des données géospatiales, des données liées à la qualité de l'eau, des données liées au climat, aux prévisions climatiques, etc. etc. Et l'idée, donc, c'est de faire, à partir de ces données-là, de faire tourner de la modélisation, des modèles de prédiction, de recommandations qui vont enrichir la donnée pour présenter ce qu'on appelle des insights, hein, de l'information à avancer aux utilisateurs du dashboard. Donc voilà, j'ai un petit peu accéléré parce que j'avais un petit peu épuisé mon temps. Donc de la même façon, vous allez retrouver dans ce starter kit des ressources technologiques avec des tutoriels liés à ces problématiques. Ici, des problématiques liées à l'intelligence artificielle et au machine learning, à des API de géospatial, de mapping géospatial, d'IoT pour faire des remontées d'informations, etc., etc. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop débordé. Non, je pense que je vais jusqu'à 20. On a encore Georges-Henri qui va nous faire 10 minutes sur un focus d'un tutoriel du Starter Kit. Merci beaucoup. Absolument, merci Xavier. Merci Xavier. Et je vais donc de nouveau partager mon écran. Donc effectivement, on vient de voir le starter kit sur le thème de l'eau. Moi, je vais faire un petit focus sur ce tutoriel qui est le tableau de bord sur la qualité de l'eau. Donc si je clique là-dessus, j'arrive sur ce tutoriel qui va donc me donner de l'information sur la façon de construire ce tableau de bord. Voilà, donc on peut regarder un petit peu, on va dérouler un petit peu ce tutoriel. Donc il commence par effectivement nous dire ce qu'on va faire, hein. Donc on va accéder à des informations qui sont disponibles dans une base de données développée par une entreprise qui s'appelle Aquagenuity, et pour lequel on peut faire une souscription gratuite et pour aller chercher de l'information sur la pollution des données. On va aussi aller chercher de l'information sur USGS, hein, qui est l'organisme américain fondamental de géologie.
Et puis, on va assembler ces données dans une application Node.js. Donc, on va nous dire comment faire pour les mettre en avant dans un tableau de bord. Donc, dans les prérequis, on nous dit comment aller installer du Node-RED, hein, soit localement, soit sur le cloud. On nous dit comment installer les différents nœuds supplémentaires. Node.js, c'est un environnement graphique pour faire Node-RED, c'est un environnement graphique pour faire du Node.js. Et on nous dit comment rajouter des composants qui vont être nécessaires. Hein, donc, un composant de dashboard, un composant pour une table de données et puis un composant pour une carte. Donc ces 3 composants, on nous dit où aller les chercher. C'est un tutoriel qui dure 30 minutes, donc effectivement, moi je l'ai fait au bout de 30 minutes, on a un tableau de bord et je vais vous le montrer. Et puis on nous dit quelles sont les différentes étapes, on apprend effectivement quel est le format GeoJSON, hein, qui est un format de données standard maintenant qui permet de représenter des données géographiques. On nous apprend comment faire des requêtes à l'organisme géologique américain. On nous apprend comment faire des requêtes à Aquagenuity. On nous donne 2 exemples de flow Node-RED, donc en quelque sorte de programme Node-RED qu'on peut aller chercher effectivement en cliquant sur ces boutons. Et puis, une fois qu'on l'a fait, eh bien, voilà ce que ça donne. Donc, moi, j'ai suivi ça. Donc, j'ai suivi le pointeur vers GeoJSON. J'ai donc appris ce qu'était GeoJSON. Ensuite, je suis allé sur le site de Node-RED où on me dit comment soit installer localement, soit installer sur le cloud son Node-RED avec son Node.js. Ensuite, comment créer une application de type Node-RED. Et puis, j'ai appris également, toujours en suivant les liens qu'on vient de voir hein, dans le tutoriel, comment rajouter des éléments à la palette Node-RED. Et je suis allé chercher le dashboard. Donc là, on a le bout de code hein, qui permet de downloader le dashboard avec NPM. NPM, c'est l'utilitaire de download de Node.js. Je suis allé sur le site d'Aquagenuity pour sélectionner le plan gratuit qui me permet de faire ce que je veux faire pour la démonstration d'aujourd'hui et qui peut être bien sûr rajouté à votre prototype pour le hackathon Call for Code, ce qui est bien sûr l'objectif. Je suis allé chercher et downloader les cartes et les éléments de carte qui sont nécessaires à Node-RED pour fonctionner. La table, comme on vient de le dire, hein, pour pouvoir mettre en avant la table de pollution. J'ai suivi le lien qui me permet de dire maintenant je veux le flow Node-RED. Le flow Node-RED sous forme d'un JSON dans un GitHub. Donc il suffit de faire ensuite un row et puis un download. Hein. Donc j'ai downloadé ça. Je suis allé dans et une fois que j'ai eu ça, j'ai pu lancer mon flow. Hein. Donc on voit ici le flow. J'ai rentré mes crédentiels, alors que je ne vous montre pas, hein, parce qu'évidemment, ils sont secrets, puisque ce sont mon user et password d'Aquagenuity. Je les ai rentrés là. Et voilà à quoi ressemble en fait l'environnement de développement que j'obtiens après ces différentes étapes. Et ça a duré, effectivement, j'ai pris mon chronomètre, ça a duré moins de 30 minutes pour faire tout ça. Donc j'ai appuyé sur ce petit bouton pour lancer injecter et lancer effectivement, activer ce flow dans lequel on retrouve effectivement des éléments sur l'environnement géographique qui m'intéresse. Là, c'est la région de Ridgewood, sur les informations d'Aquagenuity, etc., etc. Et comme j'ai rajouté le dashboard ici dans mon menu de Node-RED, j'ai un petit bouton dashboard qui me donne un pointeur vers le dashboard que j'ai créé. Voilà, donc ça c'est le dashboard qui me donne une carte hein, qui est zoomable, sur lequel je peux montrer effectivement la région de Ridgewood, le bassin aquifère qui y est associé. Donc en fait, il y en a 2 hein, qui se superposent et qu'on voit un petit peu en détail.
Et puis, on a extrait les données de pollution. On voit qu'il y a quand même un certain nombre de polluants dans cette table. Donc, on a les 3 composants dont on a parlé, hein. On a le composant table, on a le composant carte, et puis on a le composant réseau fluvial. Et tout ça dans une application Node.js relativement sympathique et qui peut être, bien sûr, puisque vous avez accès au code, modifié à volonté et utilisé de façon différente pour l'une et l'autre des idées, si vous choisissez d'utiliser, de partir sur le thème de l'eau qu'on a évoqué tout à l'heure. Voilà, on a évoqué également un autre tutoriel intéressant. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il permet effectivement ce tutoriel, hein, qu'on accède également à partir du thème de l'eau, mais également du thème de la faim, qui permet effectivement d'analyser des données géospatiales, d'aller chercher des informations des informations, encore une fois, d'open data sur les historiques d'humidité, à quel point les zones sont humides ou sèches dans le monde, d'en faire des graphiques, tout ça dans un environnement ELIRA. ELIRA, c'est un environnement qui permet de faire des pipelines dans lequel on fait se succéder différents notebooks Jupyter, dans lequel on peut mettre du Python et faire effectivement de l'analyse de données et de la prévision au sens de l'analyse prédictive du data mining, de la data science. Voilà, donc ça c'est un autre tutoriel extrêmement intéressant que je vous invite à regarder et je vais m'arrêter là. Merci Georges-Henri. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai vu la question de Santiago, savoir si on pouvait faire une équipe individuelle. C'est le cas. Le nombre de personnes maximum, par contre, c'est 5. Sur la page IBM Developer Call for Code, vous avez en plus des informations, Starter Kit, etc. Il y a beaucoup de Q&A, donc vous pouvez vous y référer. Par ailleurs, j'ai mis quelques liens dans le chat si vous avez des questions. Et j'en profite, je mets les coordonnées de Georges-Henri et de Xavier. N'hésitez pas à prendre contact avec eux, avec nous. Pas d'autres questions, Philippe, de ton côté? Alors, on va donc conclure parce qu'on a 2 petites minutes de retard. Un replay sera bien sûr disponible. Donc n'hésitez pas à le revisionner. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question, pour démarrer ou pendant la création de votre challenge. Et engagez-vous. On compte sur vous et on vous souhaite bonne chance. Et on est persuadé que cette année, on aura une équipe française sur le podium. Merci encore. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir, merci, à bientôt. Et merci à Timo. Merci.